les experts euh, et féliciter vraiment Alimatou et tout le personnel du laboratoire pour cette initiative de participer à cette activité et saluer l'innovation que ça représente, hein, cette approche basée sur un modèle, moi, très intéressant que je viens de découvrir, mais vous me connaissez. Moi, quand je découvre quelque chose d'intéressant, je l'adopte tout de suite. Tous enseignent, tous apprennent. All teach, all learn, hein, qui encourage le partage de connaissances et l'expertise collective. Et cette initiative, je le dis, est très inspirante pour combler les gaps dans le renforcement de capacités dans le cadre de notre programme. Vous savez, j'ai lu l'initiative et je me suis dit pourquoi ne pas utiliser ce modèle maintenant pour les comités médico-techniques où effectivement on partageait, c'est peut-être moins formalisé, mais je pense que j'ai vu vraiment une méthodologie bien réfléchie, bien formalisée et en tout cas, moi je vous tends la main hein, pour voir comment mettre en réseau tous les praticiens de la prise en charge, surtout pédiatrique, c'est surtout là où nous avons des gaps. On n'a pas de pédiatres partout, mais il y a beaucoup de personnes qui font office de pédiatre et qui ont besoin de soutien d'experts plus expérimentés. La gestion des co-infections, TB, VIH, la gestion des co-infections avec les hépatites, les maladies chroniques, c'est des sujets nouveaux dans la prise en charge de la maladie à stade avancé. Je ne sais pas si le professeur Chertidiane nous suit, mais en tout cas, moi, c'est beaucoup d'idées, en tout cas, qui me viennent comme ça en lisant le programme, le projet ECO. Il y a, je pense, beaucoup d'applications en plus du laboratoire que nous allons soutenir. Et donc, félicitations à l'IMATO pour votre leadership. Merci à vos partenaires, collaborateurs qui appuient notre pays. Je suis personnellement présente dans cette activité pour vous dire tout mon soutien et le soutien du programme, le soutien du CNLS à étendre, à adopter, si c'est possible, ce programme et à l'étendre. Donc, je vous souhaite vraiment beaucoup de succès et pour le lancement de ce projet. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Dr. Safia Toucham. À travers ces mots, vous venez de lancer officiellement notre plateforme ECO. Seydina. Voilà, merci beaucoup. Donc, à travers donc, ces mots, je disais, Dr. Safia Toucham vient de lancer officiellement la plateforme Labo Eco Bonne Pratique du Sénégal. Et comme elle le dit, hein, nous avons eu vraiment la même vision. Nous pensons que ce modèle, c'est un modèle qui peut vraiment être répliqué dans tous les domaines. Vous l'avez dit, dans le cadre de la prise en charge pédiatrique, dans le cadre de la PTME, dans le cadre même du partage des nouvelles recommandations de l'OMS, les guides de prise en charge, les comités médico-techniques. Je pense que, professeur Nour, on en a parlé, vraiment est très intéressé aussi. Je pense que le labo, c'est une porte d'entrée. Professeur, votre micro est fermé. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, ok. Alors, professeur Ndour, vous avez la parole. Enfin, j'ai vraiment galéré pour rejoindre. Bonjour, bonjour tout le monde. Vous avez la Bonjour, parole. professeur. Merci beaucoup, professeur Alimatou.
Et merci à tous les acteurs de cette initiative, hein. J'ai vraiment insisté pour participer à cette activité. D'abord vraiment pour remercier, pour vous saluer l'initiative qui répond vraiment à un besoin réel du programme, hein. Il s'agit vraiment de la formation de ressources humaines de qualité et surtout de pouvoir maintenir sur le long terme en favorisant les formations en cascade. Je suis sûr qu'avec cette initiative, des gaps seront comblés et l'impact se sentira surtout au niveau de la qualité de la prise en charge. Donc, au finish, c'est vraiment la communauté, les personnes vivant avec le VIH, en l'occurrence, qui vont bénéficier de tous ces acquis-là. En tout cas, je vous souhaite une collaboration fructueuse avec le Sénégal. Je voulais parler du programme, mais comme vous le savez, vous êtes avec déjà notre laboratoire de référence et le labo fait partie du programme de lutte contre le sida. En tout cas, en attendant de vous recevoir pour discuter des modalités de collaboration future, je tenais à vous souhaiter vraiment de fructueux travaux. Merci beaucoup, Ali Matou. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup, professeur. Merci. Merci beaucoup, professeur Nour est le chef de la division de lutte contre le sida. C'est notre grand patron. C'est lui qui donne les bonnes orientations par rapport à ce que nous devons faire. Merci de votre soutien et de votre présence. Nous Merci, allons on est ensemble. donner la parole à M. Conan, Alphonse Assouman, le consultant du projet ECHO qui est là et qui va donc nous expliquer le principe des formations ECHO. Je vous remercie. Je pense qu'à la suite du professeur Bruce Struminger, nous allons présenter les articulations de ce que nous appelons l'anatomie d'une session de tenue ECHO. Mais il est bon de définir ce que c'est ECHO. ECHO, c'est Extension for Community Healthcare Outcome. L'idée, voilà, c'est de développer des communautés de pratiques qui ont un seul but, celui d'améliorer la qualité au niveau de la prise en charge dans l'approche santé communautaire, c'est-à-dire en tenant compte de l'environnement où ce projet est installé. Et pour ce Bruce Struminger vous l'a dit, c'est un hépatologue, professeur Sandis Arora, qui a développé ce modèle, voilà, depuis 2003, bientôt 21 ans. Et voilà, ce projet s'étend dans toute l'Afrique. Et donc, ce projet est basé sur 4 piliers. Le premier, c'est l'amplification en utilisant la technologie. Donc, vous avez rejoint grâce à notre lycée AECO, grâce à Zoom, grâce au WhatsApp, donc toute forme de technologie pour nous permettre de tirer parti des rares ressources que nous avons, parce que nous sommes dans des pays à ressources limitées. Il est bon d'avoir des principes de bonne gouvernance. Le deuxième pilier, c'est les bonnes pratiques. Bien sûr, nous sommes dans une communauté de pratiques. Pour réduire cette variété, cette disparité en termes de prise en charge de nos praticiens, il faudrait que des praticiens qui sont au niveau de Ziguinchor puissent avoir les mêmes pratiques que des praticiens qui sont au niveau de Touba ou de Dakar, voilà, que les bonnes pratiques soient la chose à mieux partager au niveau du Sénégal. Le troisième pilier, c'est basé sur des cas. Ce ne sont pas des études de cas, ce ne sont pas des cas que nos chers maîtres nous partagent, non, ce sont des cas, les réalités que vivent nos praticiens sur le terrain. Et vous savez, nos praticiens, lorsque un cas devient complexe, nos praticiens ont certaines difficultés. Par exemple, nous avons un malade du VIH qui a en même temps l'hépatite virale B et qui a en même temps le diabète. Peut-être que pour la prise en charge, nous avons besoin d'un infectiologue, peut-être d'un diabétologue et peut-être d'un hépatologue. Et finalement, ces différents experts vont se réunir au un et vont essayer d'apporter un appui technique au prestataire qui a posé son cas et l'aider à pouvoir prendre en charge du malade. Le dernier pilier, ce sont les données. Nous avons besoin de collecter les données parce que vous savez que sans données, il est difficile d'agir, il est difficile de prouver l'évidence de ce projet, l'évidence de cette formation. Et les données vont nous permettre de faire des plaidoyers. Donc, voilà, le projet a commencé, comme professeur Bruce l'a dit, au Nouveau-Mexique, l'un des États qui a le moins de moyens. Et finalement, au bout d'un certain temps, vu les résultats de la prise en charge de l'hépatite virale C, B, C, sur les 50 États que comprennent les États-Unis, il y a 48 États qui ont adopté le modèle ECHO. Après cela, le modèle ECHO a été implémenté en Afrique. La Namibie a été le premier projet.
Et tout doucement, ce projet essaie voilà, impacter les différents pays qui en ont besoin. Voilà. Et donc, dans l'anatomie d'une session de télécours, nous sommes dans un principe où l'apprentissage se fait à faible dose, haute fréquence. Pourquoi faible dose? Ce sera des sessions d'une heure maximum, où nous aurons 10 minutes d'introduction, comme l'avant fait, de présentation de participants qui vont servir de bris de glace, voilà. Et après cela, il y aura une présentation didactique qui va se faire après la session, mais la majeure partie du temps sera réservée à vous, les participants, plus de 30 minutes, pour vous permettre de poser des questions de clarification, pour vous permettre de donner des recommandations et pour nous permettre d'échanger sur les réalités de notre environnement. Donc, ce principe, pour tous enseignent, tous apprennent, nous permettra de pouvoir développer les différentes pratiques de nos cliniciens, euh, de nos praticiens au niveau du laboratoire, de nos biologistes. Et donc, cette session sera divisée en 5 parties que nous avons présentées. Donc, la première partie que nous avons vue, la présentation, que nous allons voir la présentation des cas. Donc, nous aurons notre cher expert, notre chère coordinatrice pour Salimato qui va inviter la présentatrice des cas à présenter son cas. Après, nous allons faire un résumé sur ce cas. Après, il y aura des questions de clarification. Aussi, l'expert aura l'occasion de poser aussi ces questions de clarification. Et après cela, notre facilitateur va nous inviter à donner nos recommandations. Donc, je vous invite à participer à cette session. Après cela, nous pouvons faire un résumé au niveau des recommandations. Ce sera le moment de nous dire au revoir. Mais nous comptons sur les différentes personnes qui participent à cette session d'envoyer des cas. Nous vous invitons à envoyer des cas parce que sans cas, comme vous l'avez vu dans les cas piliers, il est difficile de réaliser une session de télécours. Je vous remercie. Oui. Donc, merci beaucoup, Monsieur Conan, pour cette brève présentation du modèle d'enseignement via la plateforme ECO. Comme vous l'avez compris, ce n'est pas une formation dans le modèle où l'enseignant vient pendant 1 heure de temps parler. Non, c'est une formation par les pairs. Nous avons quelqu'un de la communauté qui va présenter un cas. Ce cas va être discuté par l'ensemble des collègues de la communauté qui vont essayer de trouver des solutions. Et ensuite, nous aurons un expert en la personne du docteur Ousseynou Gueye qui va revenir sur ça. Donc, le cas aujourd'hui, c'est la gestion d'un cas d'accident d'exposition au sang. Nous allons donc donner la parole à mademoiselle Dianké Samaté qui va nous présenter son cas. Dianké, est-ce que vous êtes prête? Bonjour, oui, je suis prête. Vous pouvez partager votre écran. Dianké, vous avez la parole. Bonjour à tous. Je suis Dianké Samaté, biologiste au niveau du laboratoire national de référence VIAS. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un cas qui met en lumière l'importance de la gestion de la qualité au sein de notre laboratoire. Ce type de cas concerne un incident très grave survenu au sein de notre laboratoire. Ce type de cas touche différents domaines du système de management de la qualité, notamment la gestion des non-conformités au niveau de la phase pré-analytique, le suivi des actions correctives et préventives, l'amélioration continue, la gestion des risques et l'enregistrement du personnel. Avant de plonger dans le type de cas, nous allons voir le type d'échantillon concerné. Il s'agit d'un échantillon de sang total pour lequel les analyses de sérologie, charge virale et génotypage ont été demandées. L'échantillon a été prélevé à la date du 7-3-2024 au niveau
de la pédiatrie du centre hospitalier Roi-Baudouin. Il a été acheminé le même jour au niveau du laboratoire de référence. Il s'agit d'un cas d'accident d'exposition au sang, survenu chez une stagiaire pendant qu'elle se préparait à centrifuger un échantillon au niveau du laboratoire national de référence VIH et IST du Sénégal au cours du mois de mars 2024. Alors qu'elle tentait d'homogénéiser le tube, celui-ci n'était pas correctement fermé, entraînant un jet de sang dans ses yeux. Ceci a provoqué une grande inquiétude chez ce personnel, car les tubes sont issus de patients infectés par le VIH. La situation était bouleversante pour le staff de l'institution du fait du risque de contamination. Quelles sont les actions qui ont été entreprises? Immédiatement après l'incident, elle a signalé l'accident à un membre du personnel qui lui a recommandé d'aller se rincer abondamment les yeux avec de l'eau. Le responsable du laboratoire a été avisé de la situation. La médecine de travail a été contactée pour une prophylaxie. Elle a ensuite été conduite à l'hôpital, plus précisément au niveau du centre de traitement ambulatoire pour recevoir les premiers soins. Les mesures d'urgence ont été prises pour traiter l'exposition au sang et prévenir toute complication. Des examens supplémentaires ont été effectués pour évaluer les risques associés à cette exposition. Alors, ce type de cas a suscité des difficultés telles que le souci pour le futur de la santé du biologiste, un traumatisme du biologiste, l'impossibilité d'expliquer avec véracité la façon dont s'est réalisé le jet de sang. Quelles étaient les raisons de la soumission du cas à la communauté éco? C'est de montrer que le risque d'AS existe au niveau du laboratoire, d'analyser les risques, mais également de mettre en place des mesures de sécurité pour éviter la survenue de ce type d'incident. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Dianke, pour ce partage de cas. Comme vous l'avez dit, donc, il y a eu un cas d'accident d'exposition au sang. Nous pensons que ce sont des événements qui n'arrivent qu'en clinique. On a l'habitude de dire qu'au niveau du laboratoire, nous sommes moins à risque parce que nous sommes supposés nous protéger. Mais vous avez ce cas qui est arrivé, qui plus est à une stagiaire, et il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises en compte. En particulier, elle a été référée au médecin du travail et au centre spécialisé qui est le CTA, le centre de traitement ambulatoire. Un traitement a été mis en route. Docteur Dianke, est-ce que j'ai bien résumé le cas? Oui, professeur, vous avez bien résumé le cas. Merci. Alors, nous allons peut-être demander à la communauté, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des questions de clarification par rapport à ce qui nous a été présenté? Je vois déjà qu'il y a une main qui est levée. Docteur Ousseynou Ndiaye, vous avez la parole. Bonjour à tout le monde. Bonjour, professeur Alimatou. Bonjour également aux différents organisateurs. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, nous vous entendons, docteur OK. Ousseynou. En tout cas, on vous félicite pour cette belle initiative. Je pense qu'il vient à son temps parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont... C'est bon? Oui, nous vous entendons. En fait, quand je vous regarde, j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas très bien. Donc, On entend. en fait, c'était juste pour vous féliciter. Et puis, ma question va porter uniquement sur est-ce que l'analyse des causes profondes a été effectuée au niveau du laboratoire? Et le cas s'est produit, je pense que c'était au mois de mars. Et la prophylaxie, je pense, ça dure normalement un mois. Et quel est le devenir du patient, du stagiaire?
est-ce qu'il y a des actions préventives qui ont été mises en place? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Ousseynou. Dianké, je vous donne la parole pour apporter des éclaircissements. Dr. Ousseynou demande quel a été le devenir de ce cas. Est-ce que pendant combien de temps la personne a été mise sous traitement et qu'est-ce que c'est advenu? À vous la parole, Dianké. Merci, professeur. Merci à Dr. Ousseynou pour la question. Alors, par rapport à la question, est-ce que l'analyse des causes profondes a été effectuée? Effectivement, l'analyse des causes profondes a été effectuée. Des actions préventives sont également en place. Oui, merci, Dianké. Les causes profondes, est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous avez trouvé? Docteur Hussein nous demande si on a fait l'analyse des causes profondes, mais également, quel a été le traitement qui a été mis en place et quel est le devenir? Parce que c'était en mars, le 7 mars, aujourd'hui on est le 25 avril. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce cas? Oui, par rapport à la question, quel a été le devenir du cas? Alors, après le cas, la stagiaire a été mise sous prophylaxie. La stagiaire a été mise sous prophylaxie. Des analyses ont également été effectuées. Le patient a été reprélevé. Oui, Dianké, on ne vous entend plus. Donc, si je comprends bien, le patient, la stagiaire a été référée au centre de traitement, elle a été mise sous traitement. Est-ce qu'on a vérifié la sérologie à la fin? On est à plus d'un mois. Quelle est la situation aujourd'hui? Oui, la sérologie a été vérifiée à la fin. La charge virale du patient également, les 3 dernières charges virales du patient concerné ont été vérifiées. Ils étaient inférieurs à 50 copies. Donc, est-ce à dire que le risque d'infection, le risque résiduel de contamination était très faible? C'est ce que vous voulez nous dire peut-être? Oui, effectivement, le risque était fait puisque les 3 dernières charges virales étaient inférieures à 50 copies. D'accord. On va peut-être donner la parole à professeur Koumba Tourekan qui a levé la main. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Ali Matou. On se réjouit vraiment de cette initiative. Je ne voyais pas la liste des gens, donc je ne pouvais pas saluer tout le monde, mais je profite encore de cette opportunité pour saluer ma chère sœur Safiatou Thiam et le professeur Ndour. Et vraiment, on se réjouit de cette initiative et espère qu'il y aura beaucoup de cas qui seront présentés et beaucoup de préoccupations pourront être traitées de façon collégiale et une harmonisation des pratiques suivra. Pour revenir au cas, le cas doit également nous renseigner sur un fait. Le prélèvement se fait toujours, le plus souvent d'ailleurs, en dehors du laboratoire, mais le prélèvement, la responsabilité incombe au laboratoire. Donc, vous avez vu que c'est un tube qui n'était pas bien fermé. Donc, vous devez donc vous renseigner par rapport aux conditions dans lesquelles les prélèvements ont été effectués au niveau du centre de santé. Est-ce que ceux qui ont effectué le prélèvement l'ont fait en respectant les procédures en vigueur?
Donc là, ça suscite qu'il y a besoin de renforcement de capacité et de recyclage du personnel au niveau des structures de santé. Donc, et Professeur, là, professeur, je pense que là, oui, vous êtes déjà dans la deuxième phase, qui est la phase des recommandations. Ce qu'on souhaiterait à ce niveau, c'est que vraiment on puisse, voilà, si vous avez besoin que Janké vous donne plus d'informations sur ce qui a, comment c'est survenu, ce qui a été fait, mais nous prenons bonne note de vos recommandations déjà. Voilà, d'accord, d'accord. et Donc, la je deuxième vais un phase. peu trop vite en besoin. Et puis, par rapport à Dianké, généralement dans un laboratoire, on ne laisse jamais un stagiaire seul travailler. Un stagiaire doit toujours travailler sous la supervision de quelqu'un. Qui supervisait la stagiaire et est-ce que la stagiaire avait déjà la technicité requise pour manipuler les tubes? Combien de temps elle était restée au niveau du laboratoire? Bon, merci. Merci beaucoup, professeur. Je crois que là, la question, elle est très bien posée. Janké, professeur voudrait savoir depuis combien de temps le stagiaire était là et est-ce qu'elle était avec quelqu'un? Parce que normalement, étant une stagiaire, elle ne devrait pas travailler toute seule. Janké, vous avez la parole. Oui, bonjour, professeur. Merci, professeur. Par rapport à la question de professeur Koumba Touré, la stagiaire avait fait ici plus de 6 mois. Donc, en ce moment, elle était déjà habilitée par rapport à la technique de réception-séparation lymphocytaire. Prof, votre micro est fermé. On a perdu le son. Elle avait l'habilitation requise pour travailler seule. Oui, elle était déjà habilitée. C'est ouvert. Vous entendez maintenant? Oui. Donc, voilà. Donc, Janké vient de nous dire que la stagiaire était habilitée. Elle était là dans le labo depuis plus de 6 mois. Je vais donner la parole à professeur Chedli, mais j'invite aussi nos collègues. J'ai vu que Gagne Siri était connecté, Khadi Sané, les collègues, voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus? Professeur Chadli, vous avez la parole. Merci bien, professeur, et merci beaucoup à Dr. Dianki pour vraiment le partage de ce cas-là. Personnellement, comme expert et consultant d'OMS en matière de prévention contre d'infection, j'aime bien aborder avec vous, Dr. Dianki et les collègues, la dimension prévention. Et en abordant la dimension prévention, on sait très bien que l'un des éléments de composants de précaution standard est la prévention des accidents exposant au sang et au liquide biologique. D'accord? Alors, est-ce que le personnel de votre service a été initié ou vraiment formé en matière de prévention contre d'infection, et spécifiquement pour la prévention des accidents exposants au sang? Et est-ce que vous avez des guides techniques ou des SOP qui comportent la dimension technique et pratique, et la dimension administrative et légale en cas d'exposition au sang? Peut-être si c'est national ou c'est spécifique à votre formation sanitaire ou à votre service. Merci, prof. À vous, docteur Dianke. Merci. Merci beaucoup, professeur Chadli. Janké, professeur, demande si la stagiaire avait été formée déjà sur la prise en charge des cas d'accident d'exposition au sang et est-ce que au niveau du labo, vous aviez des procédures ou est-ce qu'il y a un guide au niveau national? Janké, à vous, votre micro est fermé. Oui, merci, professeur. Merci, professeur Chadli, pour la question. Alors, par rapport à la question, si le personnel a été formé, oui, le personnel a été formé sur le manuel de biosécurité. Et par rapport à la question si on utilise des guides techniques,
ou SOP de niveau national ou spécifique. Effectivement, nous utilisons des guides techniques, nous avons des SOP qui sont présents au niveau des salles, mais également un guide national qu'on utilise. Une sensibilisation également est effectuée et des affiches sont même mis au niveau des portes de chaque salle. Merci. Merci beaucoup, Dianké. Je pense que nous allons maintenant demander peut-être à notre expert s'il n'a pas lui aussi des questions de clarification. Docteur Ousseynou. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, mademoiselle Dianké, pour la présentation du cas et nous vous encourageons vraiment pour le cas que vous nous avez présenté. Bon, nous, on avait quelques questions qu'on avait collectées pour vous la poser. Donc, en premier, on voulait demander, est-ce que au niveau de votre laboratoire, est-ce que vous disposez des équipements de protection individuelle, à savoir les lunettes, donc, comme il s'agit d'une projection, à savoir les lunettes de protection. Est-ce que ces équipements de protection individuelle ont été utilisés, sont utilisés par leur personnel? Et aussi, ça c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que vous avez des affiches, c'est-à-dire des rappels au niveau de votre laboratoire qui indiquent en cas d'accident d'exposition au sang, qu'est-ce qu'il faut faire? La conduite à tenir, c'est quoi? Est-ce que c'est affiché l'organigramme au niveau de votre laboratoire pour qu'au moins, quand vous avez des stagiaires, ils puissent suivre ces recommandations en cas d'accident? Donc, c'était les deux questions que j'avais à demander à vous. Merci beaucoup, professeur. Dianké, avant que vous ne répondiez à ces questions de notre expert, je vois qu'il y a un professeur Nour aussi qui a levé la main. Professeur, vous avez une question? Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, félicitations à l'équipe qui a géré cet accident. J'ai surtout été interpellé dans la procédure de la conduite à tenir en urgence. Je crois qu'il y a des éléments extrêmement importants qui doivent être réglés au niveau du laboratoire. Une chose est de rincer abondamment. Mais en 2 secondes, en 5 secondes, en 1 minute, c'est pour vous dire qu'il y a 2 éléments importants à ce niveau-là. C'est la quantité d'eau, bien sûr, mais aussi la durée de la procédure. Donc, ça peut aller jusqu'à vraiment prendre le maximum de temps. Peut-être que ça a été fait, mais ça n'a pas été précisé. L'autre élément qui m'a interpellé, c'est presque la description de panique qui a suivi l'accident. Je crois que ça, elle a même parlé du futur de la biologiste. Ça, c'était valable, je crois, dans les années initiales de l'épidémie. Le VIH est l'un des virus quand même les moins transmissibles. Le risque, même s'il existe, il est faible. Et donc, il n'y a pas de raison de paniquer dès l'accident. Je crois qu'il y a de quoi être serein, respecter les procédures et surtout, là aussi, ça n'a pas été détaillé. On pense VIH systématiquement en cas d'accident avec exposition au sang, alors qu'on sait que le VHB est 100 fois plus transmissible que le VIH. C'est des éléments extrêmement importants aussi à prendre en compte. Peut-être que ça a été fait au niveau du site, mais dans le cadre du bilan initial, je crois que c'est des éléments à prendre en compte. Sinon, l'essentiel de mes préoccupations a été pris en compte par mes prédécesseurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur, pour ces questions. Donc, en résumé, Dianké, professeur voudrait savoir le temps que ça a pris pour le lavage des yeux. Est-ce que le bilan qui a été fait avait inclus, en dehors du VIH, la recherche de l'antigène HBS? Avant qu'on en vienne aux questions de notre expert. Votre micro est fermé, Dianké. Oui, professeur, merci. Merci à professeur Lou pour l'intervention. Oui, par rapport à la question si d'autres analyses ont été faites en dehors de la sérologie. Oui, d'autres analyses ont été faites, mais il faut noter que au sein du laboratoire, à chaque fois qu'on accueille un stagiaire, elle reçoit une formation en biosécurité, mais également, elle effectue la vaccination pour l'hépatite B
Janké, on ne vous entend plus. Ah, d'accord. Alors, je disais que d'autres analyses ont été effectuées, mais également quand on accueille un nouveau stagiaire, elle reçoit une formation pour la biosécurité, mais également elle fait des vaccinations. Merci beaucoup, Janké. Donc, nous retenons que le personnel était vacciné contre l'antigène, contre le virus de l'hépatite B et que, effectivement, bon, la durée, vous ne l'avez pas précisé, mais nous allons passer aux questions de l'expert qui demandait s'il y avait le personnel portait des lunettes. Est-ce que vous avez des lunettes de protection? Puisque nous travaillons quand même avec du matériel qui a un risque infectieux avéré. Mais également, est-ce qu'il y avait des affiches qui indiquaient la conduite à tenir? Merci, professeur. Docteur Ousseynou a demandé si nous disposons d'équipements de protection individuelle. Oui, effectivement, nous disposons d'équipements de protection individuelle qui sont utilisés par le personnel. Les affiches également existent et ils sont mis à l'entrée de chaque salle. Merci. D'accord. On pourrait se demander alors comment est-ce que c'est survenu. Est-ce que je pense qu'il y a Conan qui me regarde. En tant que facilitateur, je ne devrais pas poser des questions. On est dans le learning by doing. Mais merci en tout cas pour toutes ces réponses que vous avez données. Nous allons maintenant demander aux collègues quelles recommandations on peut donner à Janké pour que ce genre de cas ne surviennent plus dans notre contexte, mais également dans le contexte de vos laboratoires individuels. Est-ce que vous avez... Oui, je vois Teddy. Teddy, vous avez la parole. Mon micro ne passe pas. Mon micro est ouvert. Le micro est ouvert. Mais Teddy, j'avais vu qu'il avait levé la main. Est-ce que vous avez des recommandations à donner à Janké par rapport à ce cas? Nous avons retenu tout à l'heure ce que le professeur Kumba disait. La première chose, c'est bien sûr de former le personnel, de ne pas laisser aussi le personnel travailler tout seul, parce que surtout ce sont des stagiaires. Est-ce que vous avez d'autres recommandations que vous voulez faire? On va demander à notre expert du jour. Docteur Aïssatou Sow, est-ce que vous avez des recommandations particulières pour Janké? Docteur Aïssatou? Oui, professeur. Oui. Bonjour tout le monde. Des recommandations pour Janké? Par rapport au cas. Vous pouvez vous présenter à nouveau à toute la communauté. D'accord. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Dr Aïssatou Sow. Je suis le biologiste responsable du laboratoire d'analyse médicale du service de santé de la gendarmerie. En même temps, chargé de recherche auprès de LBV, aussi, comme ancien interne. Donc, par rapport au cas, je salue d'abord l'initiative professeur et vous dire que disponible pour vraiment apporter aussi notre pierre à cet édifice. Et aussi par rapport au cas de Janké, je remercie Janké pour ce cas qui est vraiment important et qui nous aide beaucoup, nous, les biologistes et chefs de labo que nous sommes. Et ce que je voudrais dire à Janké, c'est aussi accentuer sur la formation des stagiaires. C'est important. Moi, je pense qu'un stagiaire qui vient d'arriver au laboratoire, comme le professeur Kumba a dit, doit être suivi et encadré comme nous le faisons à notre temps. Et aussi, parce que quand la formation de base n'est pas assurée, ou des accidents ne peuvent pas être évités. Donc, ce que je voulais vraiment apporter à ce cas. Merci, professeur. Merci beaucoup. Gansiri, vous êtes connecté.
Sokhna Gueye, est-ce que ça vous est déjà arrivé des cas d'accident? Qu'est-ce que vous aurez fait à la place? Adia, est-ce que vous nous entendez? Je pense que certains ont des problèmes de... Oui, prof, nous vous entendons bien. Merci. Est-ce que vous avez des recommandations à Dianké? J'ai pas eu de recommandation. On voulait lui poser une question, mais on dirait que la session des questions s'est terminée, quoi. Non, mais allez-y quand même. Allez-y pour la question. On voulait savoir, après, bah, elle a dit qu'elle a fait l'analyse des causes. Donc, on voulait avoir ce résultat parce que si elle a fait l'analyse des causes suivant les 5 M, on pourrait savoir quelle est l'origine même de l'accident pour pouvoir corriger. Merci. Merci beaucoup, Dr. Adia. Je pense qu'on va y revenir tout à Oui, l'heure. excusez-moi, je voulais parler. Voilà, je voulais, par rapport aux recommandations, là, demander à ce qu'on porte correctement les équipements de protection individuelle, que ce soit complet, voilà, du pied jusqu'au CV. En tout cas, en laboratoire, on doit avoir un habillement correct. Merci. Merci beaucoup. Ilyassa, vous pouvez revenir sur vos recommandations. On ne vous a pas bien entendu. D'accord. En fait, ça veut dire que je disais que c'était intéressant. L'une des recommandations, c'est le port correct des équipements de protection individuelle. Voilà. Et oui, le port systématique des équipements de protection individuelle, voilà, dans les différents postes de travail, voilà, au laboratoire. Merci. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a Gansiri. Gansiri, allez-y, si vous avez une recommandation pour éviter que ce genre de cas ne survienne. Vous m'entendez? Bonjour, professeur. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend beaucoup mieux, Gansiri. Ah, d'accord. On a suivi l'exposition, on passe le bonjour à tout le monde, mais on n'a pas eu ce cas d'accident chez nous, mais en écoutant l'exposé, on a eu des recommandations fortes qui vont nous empêcher d'avoir ces genres de cas au niveau de la zone sud. Il y a de bonnes leçons apprises à travers ces expositions. On félicite Dianké de la clarté et l'étude du cas et on félicite tout le monde avec l'équipe du LBV à travers Dianké Samaté. On a des leçons apprises à travers ces expositions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gansiri. Ibrahima Ndao, Ibrahima Diaw, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pourriez proposer comme autre recommandation à Dianké? Ibrahima, votre micro est fermé. Il n'arrive pas à ouvrir peut-être son micro. Ibrahima? Allô? Oui, allez-y. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. On vous entend. Bonjour tout le monde. Merci à cette initiative aussi. Je remercie Dianké. Bien vrai que j'ai pris le temps en marche, je n'ai pas eu trop à assister à la présentation, à l'exposé. Mais juste une question, ce n'est pas une recommandation. Selon la 1589, il dit que pour le personnel, il doit avoir un
dossier vaccinal. Donc, c'est pas selon les stagiaires. Si les stagiaires arrivent au labo, au lieu de se faire le vaccin, il ne faut pas nécessaire de se renseigner si elle a déjà fait le vaccin. Et puis, peut-être faire un dosage. Si c'est vacciné, faire le dosage des anticorps pour voir si elle est voilà, toujours dans les délais. L'unité est là toujours avant de le faire vacciner. Et aussi, comme Adja a dit, hein, la question d'Adja, les causes, bon, il fallait, voilà, à quel moment est intervenu l'accident selon les 5M, que si là aussi, si elle pouvait revenir là-dessus, ça va nous permettre aussi vraiment de prendre les précautions nécessaires et aussi c'est à équiper les labos en matériel de protection individuelle parce que donc, je sais qu'il y a beaucoup de labos qui n'en ont pas. Donc, selon des recommandations, si vous pouvez appuyer, voilà, faire appuyer par les autorités certains labos pour puissent avoir le minimum de matériel de protection individuelle, ça serait aussi l'idéal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ibrahima, pour... Ah, je vois Christ Ondo, vous voulez intervenir? Vous avez une recommandation à faire? Vous avez la parole, Chris. Vous ouvrez votre micro. Bonjour, professeur. Et ce serait bien aussi d'ouvrir la caméra pour voir. Voilà, et vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour, professeur. C'est en fait M. Mbaye. Ah, M. Mbaye, bonjour. Vous êtes responsable qualité donc, au niveau du laboratoire. Oui. Alors, je voudrais savoir si l'évaluation des risques a été effectuée. La question de l'évaluation des risques revient, d'accord. Voilà. Est-ce que l'évaluation des risques a été effectuée? D'accord. Vous aurait permis donc d'identifier à temps et d'anticiper cet accident. D'accord, merci beaucoup. Jean-Paul Zimba. Ensuite, peut-être nous allons donner la parole à notre expert. Jean-Paul. Merci beaucoup, professeur. Juste, je voulais remercier pour la présentation d'aujourd'hui. Malgré que j'ai tenté pour entrer, enfin, je vous ai eu. Et moi aussi, comme mon précédent, je voulais seulement évoluer ou bien de continuer sur l'évaluation des risques. Car nous, ici, en République démocratique du Congo, et c'est ça aussi qui est vraiment très important. Comme j'avais dit, je suis agent du programme national de lutte contre les monkeypox et les fièvres hémorragiques virales. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci de vous être connecté d'aussi loin et d'apporter votre contribution. Je pense que nous allons donner la parole à notre expert du jour, Dr Ousseynou Gueye, qui va nous faire un peu la synthèse des recommandations qui ont été données. Dr Ousseynou. D'accord, merci beaucoup, professeur. Bonjour à tout le monde. Bon, et merci pour les recommandations qui ont été données. Pour commencer, nous saluons de passage notre maître, notre professeur Koumba Tourekan. Bon, pour ces recommandations qu'il a données sur les bonnes pratiques de laboratoire, qui est un élément très important au niveau des laboratoires des structures de santé. Et aussi, elle est revenue sur l'accompagnement des stagiaires au labo pour ne pas les laisser seuls jusqu'à ce qu'ils soient habilités à faire certaines tâches. Ça, c'était les recommandations du professeur Leikumba. Il y a aussi les recommandations du professeur Tidiane Ndour, que nous saluons aussi le passage, qui est revenu sur le respect des procédures. Il faut que ces procédures-là puissent exister au niveau de vos laboratoires pour qu'au moins les personnels des stagiaires puissent les lire et se remettre sur les recommandations pour les bonnes pratiques. Il y a aussi le Dr Aïssatou qui est revenu sur l'encadrement des stagiaires au niveau des laboratoires. Dès leur arrivée, chaque stagiaire doit être accompagné sur les bonnes pratiques et sur les mesures de biosécurité. Nous félicitons aussi l'intervention de Gansiri et de Ibrahima Chao qui sont revenus sur le statut vaccinal des stagiaires au niveau du laboratoire et sur l'existence des équipements de protection. Donc, ils ont insisté sur ça et il faudrait que ces équipements de protection puissent exister au niveau des laboratoires de recherche, des laboratoires de biologie médicale et ces équipements puissent être utilisés par le personnel. Et pour finir, il y a M. Mbaye et M. Jean-Paul qui sont revenus sur l'évaluation des risques.
au niveau des laboratoires. Donc, je pense que c'était les recommandations que nous avions reçues aujourd'hui et nous pensons aussi comme d'autres recommandations. C'est la formation du personnel en fait, professeur. Donc, je pense que chaque personne qui vient au niveau du laboratoire, chaque stagiaire doit être recyclé, doit être formé sur les bonnes pratiques de laboratoire et sur les précautions d'hygiène. Ça aussi, on devrait prendre ça comme recommandation. Donc, je pense que les recommandations ont été données. C'était vraiment pertinent. Donc, nous félicitons à l'ensemble des participants aujourd'hui à notre session de lancement. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, Dr. Ousseynou. Dianké, est-ce que les recommandations de la communauté, est-ce que vous avez retenu tout ce qui a été dit? Est-ce que vous pensez que vous pourrez les mettre en pratique au niveau de votre laboratoire? Merci, professeur. Oui, nous avons tenu compte des différentes recommandations émises. Nous allons essayer de les mettre en pratique au niveau du laboratoire, Inch'Allah. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir été notre premier cobaye pour ce lancement. Vous avez bien voulu présenter ce cas qui est réel. C'est vrai qu'au niveau du laboratoire, on dit souvent qu'il y a rarement des cas d'accident d'exposition. C'est souvent les infirmiers qui se piquent, les praticiens, les médecins. Au niveau du labo, on est censé être protégé parce qu'on a des procédures, parce qu'on est dans une démarche qualité, parce que voilà. Mais vous voyez que même dans un laboratoire de référence, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et vous avez vu que malgré toute l'organisation, il y a eu quand même un vent de panique qui a soufflé parce que c'était peut-être la première fois que ça arrivait ici au niveau du laboratoire. Alors, un certain nombre de mesures ont été prises pour compléter peut-être ce qui a déjà été dit. Le traitement antirétroviral a été suivi pendant 1 mois. Le contrôle a été fait. Je pense que ce qui a vraiment réduit le risque, c'est que le patient source avait une charge virale indétectable, qui a été vérifiée sur ces dernières charges virales, même après l'accident. Mais ce sont des choses qui arrivent. Les analyses telles que la recherche de l'antigène HBS a également été faite, c'était négatif, mais comme ça a été dit, le stagiaire était déjà vacciné. Mais nous retenons toutes ces recommandations, nous espérons qu'elles pourront nous éviter à l'avenir ce genre de cas. Nous allons maintenant très rapidement donner la parole à notre expert du jour, Dr. Ousseynou Gueye, qui va nous faire une petite présentation donc sur les cas, la gestion des cas d'accident, d'exposition au sang et aux autres liquides biologiques. Docteur Ousseynou, vous avez 10 minutes parce que nous sommes encore en retard. Merci beaucoup, professeur. Donc, je vais faire la présentation sur les accidents d'exposition au sang et aux liquides biologiques. Bon, pour ce faire, on va essayer juste de suivre ce petit plan, de donner la définition sur les AS et revenir sur l'importance de la prévention, de revenir sur les facteurs de risque et le contrôle à tenir avant de conclure. Donc, nous savons tous au quotidien, le personnel de laboratoire qui utilise les objets piquants ou en tranchant, qu'on appelle encore OPCT, lors de leurs activités, qui peuvent les exposer à des risques tels que les accidents d'exposition au sang ou aux liquides biologiques. Donc, l'intérêt de la prévention de ces accidents d'exposition au sang, l'intérêt de ces accidents d'exposition au sang, d'abord, ça permet d'éviter les infections, principalement les infections hépatite B, hépatite C et les infections à VIH. Et ça permet aussi d'éviter la survenue de la chronicité de ces infections. C'est-à-dire que l'évolution vers la chronicité, comme les hépatites chroniques, qui peut évoluer vers une cirrhose hépatique pour donner le cancer hépatique. Et aussi éviter la survenue des infections du VIH qui peut évoluer vers les avec ses complications. Quels sont les facteurs de risque? Donc, le risque est d'autant plus élevé si le volume de sang et la quantité de virus qui est inoculé sont importants, si la blessure est profonde, c'est-à-dire que si la blessure,
l'objet arrive à pénétrer le système vasculaire, ça aussi, la contamination est importante. Si le sang est visible sur le matériel, c'est-à-dire que la quantité du virus et le volume de sang est très important. Et si l'acte se fait avec une aiguille creuse, au niveau des aiguilles, on a un orifice qui peut stocker le sang avec une quantité très importante. Et aussi, si le patient souche est au stade sida avec un sang général très, très élevé. Et si l'acte se fait sans d'où l'importance du respect des EPI, des équipements de protection individuels. Et si le prélèvement se fait avec du sang veineux ou bien du sang artériel, dans ce cas, on est en contact direct avec le système vasculaire. Certains facteurs favorisent la survenue des accidents. C'est-à-dire que si nous avions un nombre élevé de prélèvements à réaliser, c'est-à-dire là, on peut arriver à un moment, on est très fatigué, on est plus concentré sur ce que nous faisons, donc la survenue d'accidents d'exposition au sang peut facilement avoir lieu. Le recapuchonnage du manuel, ce qui est à proscrire, ce qui est interdit, c'est-à-dire que si vous travaillez dans un laboratoire, surtout au niveau de salle de prélèvement, ceux qui font les prélèvements pour les bilans, donc évitez de recapuchonner les aiguilles. On vous demande de les éliminer directement dans les conteneurs. Donc, arrangez-vous à ce que le conteneur se trouve tout près de vous. Après chaque utilisation, vous les éliminez directement. Et cette non-élimination de ces aiguilles aussi peut vous exposer à des AS. Et si les conditions de travail aussi ne sont pas du tout réunies, par exemple, si vous travaillez dans une salle de prélèvement qui est très, très étroite, il faut aussi s'organiser à ce qu'au moins vous vous sentez un peu à l'aise pour travailler. Si vous prélevez avec la main droite, arrangez-vous à ce que les conteneurs se trouvent à votre droite et tout près de vous pour faciliter l'élimination. Et voilà, si vous travaillez avec la main gauche aussi, arrangez-vous à ce que le conteneur puisse être à votre gauche et près de vous. Et s'il y a un manque ou rupture fréquente de gants, d'où l'importance de l'existence en quantité suffisante des équipements de protection individuelle. Et s'il y a un non-respect des précautions standards, il y a beaucoup de recommandations qui sont revenues sur ces précautions standards. Maintenant, comment prévenir les accidents d'exposition au sang? D'abord, la prévention de ces AS, ça passe par le respect de plusieurs mesures, C'est à savoir la formation périodique. Donc, il faudrait qu'il y ait une formation périodique sur les risques biologiques, sur le matériel de sécurité et sur les bonnes pratiques. Ça revient encore sur les bonnes pratiques de laboratoire que tout le monde doit respecter pour prévenir ces IAS. Il aussi, il peut y avoir une mise en œuvre d'équipements de protection. Donc, tout à l'heure aussi, il y a beaucoup de gens qui ont revenu sur l'existence de ces équipements de protection qui peuvent être individuels ou collectifs, qui peuvent vous protéger contre les projections, contre les projections. Aussi, s'il y a aussi un respect des précautions générales d'hygiène. Il faut toujours respecter les précautions générales d'hygiène dans une structure, dans un laboratoire, dans une structure de santé. Ce respect de ces précautions standards d'hygiène, ça permet de réduire la survenue de ces accidents d'exposition, au sang. Et aussi, il faut utiliser le matériel qui est adapté et qui est sécurisé, qui permet de vous protéger. Donc, tout ça, ça entre dans le cadre de l'existence en quantité suffisante les EPI et sur le respect des bonnes pratiques. Quelle est la conduite à tenir en cas d'accident? Ici, nous avions un exemple sur les deux types d'accidents que nous pouvons avoir. On peut avoir une projection au niveau de l'œil, comme le cas de tout à l'heure du laboratoire de référence. On va avoir une couverture au niveau des doigts aussi, qui est aussi un cas qu'on peut avoir. Donc, d'abord, pour les premiers soins, qu'est-ce qu'il faut faire pour les premiers soins? D'abord, il faut qu'au niveau du laboratoire, qu'il y ait l'existence d'un kit spécifique pour les premiers soins. Donc, arranger à ce que le laboratoire, ce sont des recommandations obligatoires en fait. Il faut qu'il y ait des kits spécifiques pour les premiers soins, qui est accessible et l'emplacement doit être connu par tout le monde. S'il s'agit d'une plaie cutanée, là, on vous demande en premier lieu de ne pas faire saigner, surtout. Parce que la majeure partie des gens ont l'habitude, dès qu'ils font un accident d'exposition au sang, de mettre une pression pour faire saigner. Par exemple, vous pouvez faire un accident d'une simple brèche cutanée qui n'a pas atteint le système vasculaire. Donc, si vous pressez jusqu'à ce que ça saigne, donc vous avez favorisé l'entrée des germes. Donc, on vous demande de ne pas faire saigner. Donc, arrêtez l'acte que vous faites
et procéder directement au lavage de la plaie avec de l'eau, et du savon. Et pour cela, après, il faut aussi mettre un antiseptique au moins 5 minutes. Cet antiseptique peut être des dérivés colorés comme le daquin, ou bien, ou bien de la bétadine, qui est un dérivé iodé, appelé encore polyvidone iodé, ou bien appliquer de la 70 qui sert à désinfecter, pour désinfecter la plaie. Et lorsqu'il s'agit d'une projection sur les muqueuses au niveau des yeux, on vous demande de rincer abondamment pendant 5 minutes avec du sérum physiologique ou à l'eau. Tout à l'heure, il y a le professeur Chichilène qui est revenu sur ça pour accentuer sur le temps qu'il faut pour rincer abondamment à l'eau ou bien au sérum physiologique. Donc ici, nous avions un exemple national. Tout à l'heure, il y a le professeur Chadli qui a demandé est-ce que nous avions un guide national en cas d'accident, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, c'est le guide national, en fait, qui existe pratiquement dans tous les laboratoires de biologie médicale. Donc, ça, c'est l'organigramme en cas d'AS, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est comme nous venons de dire tout à l'heure, à gauche en cas de lésion cutanée et à droite en cas de projection au niveau des yeux. Donc, quelle est la conduite à tenir? D'abord, en deux, on vous demande de recueillir d'abord les éléments pour l'évaluation des risques. Il y a beaucoup de questions qui sont revenues sur cette évaluation des risques. Et cette évaluation des risques doit être faite sous le contrôle du médecin de référence, sous le contrôle du médecin référent. Et il faut qu'il y ait un prélèvement sanguin du patient source, mais d'abord, il faudrait qu'il y ait aussi l'accord du patient. Ça aussi, c'est important. Il ne faut pas prélever sans avoir son accord. Ensuite, ce prélèvement doit être envoyé systématiquement au laboratoire avec la mention source VIH source en cas d'exposition au VIH. Ensuite, il faut contacter immédiatement le médecin référent. Et ce médecin référent a l'obligation de faire ce qu'on appelle l'évaluation des risques de transmission des agents infectieux liés à cette exposition. C'est-à-dire de voir la nature du produit. Il s'agit le type d'exposition, le matériel en cause et de voir le statut sérologique du patient. Et aussi, il a aussi l'obligation de prendre la décision de la mise en route d'une éventuelle prophylaxie avant les 4 heures lorsqu'il s'agit d'une exposition au VIH. Ensuite, ils doivent faire une prescription pour le prélèvement sanguin chez l'agent victime de l'AS dans les 8 jours. D'accord? Dans les 8 jours. Maintenant, il faut aussi contacter la médecine du travail. Donc, le médecin du travail ou bien le bureau du personnel pour la déclaration de l'accident de travail dans les 48 heures. Et de faire le suivi sérologique pendant 6 mois avec le médecin du travail. Donc, le médecin référent doit contacter avec le médecin du travail pour qu'il puisse continuer à faire le suivi au bout de 6 mois. Donc, pourquoi déclarer l'accident? Donc, l'accident d'exposition au sens de notre déclaration obligatoire. D'abord, pour bénéficier d'un protocole de prévention qui est adapté à votre situation personnelle. Ensuite, qui est adapté aux circonstances de l'accident. Et pour que toute pathologie ultérieure qui doit être éventuelle, qu'il y ait éventuellement, pour que toute pathologie ultérieure éventuelle doit être dépistée précocement et que pour que la prise en charge ultérieure puisse se faire sous le statut accident de travail. C'est-à-dire que l'accident puisse bénéficier d'une prise en charge 100% des frais et de dispenser d'avance des frais et une compensation financière du préjudice éventuel. Donc, pourquoi aussi faire un bilan sanguin chez le patient source? Parce que l'interrogatoire seulement, ça ne suffit pas. Parce que la majeure partie des patients ne vous dit pas exactement ce qui se passe. Il ne vous dit pas. Et aussi, il y a une méconnaissance de ces patients-là sur le statut sérologique. Et aussi, il y a certaines pathologies qui sont parfois asymptomatiques au moment de l'accident, donc on ne peut pas les diagnostiquer, sont asymptomatiques. Et aussi, il y a la crainte de jugement de certains antécédents comme les drogués, l'homosexualité, la prostitution, etc. Il y a une autre question aussi sur pourquoi effectuer un bilan sanguin chez la victime dans les 8 jours. Ça aussi, il faut savoir que ce n'est pas une urgence absolue. Pourquoi? Parce qu'il y a la séroconversion. Et cette séroconversion-là, il faut que vous sachiez que c'est quoi. Donc, c'est la phase d'une maladie lors de laquelle les anticorps puissent apparaître dans le sang suffisamment pour qu'on puisse les doser.
Et cette reconversion-là ne peut survenir qu'en moins de 3 à 5 semaines après une exposition. Mais par contre, un bilan est néanmoins nécessaire pour que la victime puisse prouver qu'elle était indemne de pathologie au moment de l'accident. Elle était indemne de pathologie au moment de l'accident. Donc, vous voyez l'importance de faire cette bilan chez la victime. C'est de prouver au moment de l'accident qu'elle était indemne d'infection. Donc, en guise de conclusion, donc, on peut dire que les accidents d'exposition au sang, c'est des accidents qui sont très fréquents dans nos laboratoires. Et ils sont favorisés par le non-respect des précautions standards et les mauvaises habitudes. Donc, ça entre dans le respect des précautions standards. Et aussi, il y a la nécessité de faire une sensibilisation et une formation continue du personnel. Merci beaucoup pour cette expérience. Merci beaucoup, Dr. Ousseynou. Je pense on doit pouvoir applaudir Dr. Ousseynou. Merci beaucoup vraiment pour cette présentation qui fait un peu le point sur qu'est-ce qu'un accident d'exposition au sang, comment est-ce qu'il survient, qu'est-ce qui doit être fait aussi bien pour le patient source, mais également pour la personne qui est victime de l'accident. Alors, nous allons ouvrir une toute petite page de discussion. Si vous avez des questions que vous voulez adresser à l'expert pour peut-être compléter son exposé, si vous avez des ajouts, si vous avez des interrogations, c'est le moment de le faire. Nous sommes un peu... professeur Chadli, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose à la suite de la présentation de Dr. Ousseynou. Vous avez la parole. Merci bien, prof. Merci, chers collègues. Vraiment, je suis ravi par cette invitation que j'ai reçue hier un peu tardivement. Et au niveau de notre association, je crois que la majorité de collègues la connaissent, ICAN, Infection Control Africa Network. Je suis le troisième président qui a accès à cette position-là. Je suis le troisième, après prof Shahin Metar de l'Afrique du Sud et prof Shadi de la Nigeria. Bon, étant francophone, et vraiment, je ne peux pas trouver l'adjectif qui qualifie ça, mais on est un peu délaissé, un peu négligé, et surtout l'Afrique de l'Ouest. Bon, j'étais très actif avec l'OMS durant l'Ebola, durant pas mal d'épidémies. J'ai travaillé dans presque 25 pays, mais malheureusement, malgré beaucoup de collègues de Sénégal, dont professeur Babacar Ndoye, un de mes amis intimes avec qui j'ai beaucoup travaillé, j'ai pas eu l'occasion de visiter le Sénégal. Mais j'espère bien qu'on pourra établir une certaine voie de collaboration avec les équipes et les collègues sénégalais actifs en prévention contre d'infection et pourquoi pas aussi pour la biosécurité, parce que j'ai entendu dire aujourd'hui, il y a beaucoup de collègues qui sont des experts et j'aime bien qu'on aurait un partenariat et que ceci sera vraiment bénéfique pour nos collègues aussi francophones dans notre continent. Merci bien, professeur, et merci à toute votre équipe, à tous les collègues. Et j'espère qu'on va continuer à être ensemble et à travailler ensemble. Merci à vous. Merci beaucoup, professeur Chadli. Merci beaucoup pour votre intervention, pour votre présence. Je voudrais aussi qu'on remercie vraiment de tout cœur Djanké, notre biologiste du jour qui a présenté le cas. Si vous pouvez vous joindre à moi pour l'applaudir. Elle nous a présenté ce cas qui est survenu, qui a effectivement déclenché beaucoup de frayeurs. Mais comme l'a rappelé tout à l'heure professeur Ndour, si les procédures sont suivies, si les gens sont formés, on peut minimiser la survenue de ces cas. Et lorsqu'ils surviennent, si les procédures sont suivies, on peut vraiment minimiser les...
crois on a perdu professeur Alima et son équipe, c'est ça? Oui, apparemment. Oui. Donc là, je crois qu'on se réjouit tous de cette initiative et de cette première session Écolabo gérée par le laboratoire de référence VIH ici au Sénégal. Donc, la voie, elle est ouverte. Donc, on va demander à tout un chacun qui a un cas qu'il aimerait vraiment présenter à la communauté pour qu'on puisse ensemble réfléchir et voir comment le cas a été géré, comment le cas a été interprété et qu'est-ce qu'il faudrait comme recommandation. Et à l'issue des recommandations, que tout un laboratoire puisse mettre en place les procédures idoines pour gérer ce cas ultérieurement. On a commencé avec les AS, mais on peut le faire avec les tests de diagnostic. Parfois, on a du mal à interpréter certaines bandelettes de diagnostic rapide. Ce serait bien ceux qui ont des soucis dans ce cas puissent faire la photo des tests de diagnostic et les transférer au professeur Alimatou pour qu'on puisse les exposer. Il en est de même pour l'interprétation des techniques de charge virale, des techniques biochimiques. Donc, vraiment, c'est une plateforme qui est ouverte à toute la biologie de façon globale pour vraiment une prise en charge optimale de nos patients et une harmonisation des pratiques dans l'ensemble des laboratoires de biologie africains. Donc voilà, bon, ils ne sont pas encore là. Oui, Alima, vous êtes revenu? Oui, oui, oui. Merci beaucoup, professeur. C'est vrai qu'on J'ai avait... essayé de te remplacer, hein? Merci, vous l'avez très bien fait, la facilitation. Je pense que de toutes les façons, il faudrait que toute la communauté sache. On a beaucoup d'experts parmi nous. Ne vous étonnez pas que je vous adresse un courrier pour vous demander de faciliter une session ou même d'être un expert par rapport à une thématique qui nous concerne tous. Donc, merci beaucoup, professeur, pour avoir pris la continuité. Merci à Djanké pour avoir exposé le cas. Merci à notre expert, Dr Ousseinou Gueye, qui nous a fait le point sur comment devrait être géré un cas d'accident d'exposition au sang. J'aimerais vraiment remercier toute la communauté de médecins, de biologistes, de techniciens de laboratoire qui ont bien voulu se connecter aujourd'hui à cette première session. Aux autorités à l'Université du Nouveau-Mexique avec le professeur Bruce, qui nous a vraiment accompagnés, qui a cru en notre projet de mise en place de cette plateforme, mais également aux autorités sénégalaises, en particulier la division de lutte contre le sida. Professeur, je ne sais pas si vous êtes encore connecté, professeur Ndour, peut-être pour dire un dernier mot. Merci beaucoup, professeur Alimatou. Le dernier mot, tu l'as dit, hein. Vraiment, ça a un peu débordé parce que tu m'as parlé d'une durée d'1 heure de temps. C'est pour dire vraiment tout l'intérêt que l'assistance a porté à ça. Et vraiment, vous renouveler notre accompagnement. Nous sommes de tout cœur avec vous. Merci beaucoup, professeur. Donc, juste pour dire que nous allons essayer de tenir ces sessions tous les 15 jours. Ce sera les mercredis. Aujourd'hui, ça a un peu débordé parce qu'il y a eu un peu la cérémonie, on va dire un peu de lancement, les 30 premières minutes. Mais la session éco elle-même, ce sera 1 heure. On vous promet qu'on commencera tous les mercredis à 13 heures pour finir à 14 heures. Donc, ce sera pendant l'heure de pause. On invite tous les collègues vraiment à se connecter, à partager leur cas pour qu'on puisse entre nous partager nos connaissances pour le bien-être des praticiens de laboratoire et pour nous permettre à tous d'être en sécurité, de pouvoir mieux gérer les actes de laboratoire. Voilà, donc je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine session. Au revoir. Merci. Merci. Merci beaucoup, professeur.
Merci bien. Merci, Merci beaucoup, professeur Aïma. Merci. Merci, à la prochaine, mercredi prochain. La présentation sera partagée sur tous les mails que nous avons reçus et le cas est